La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, it goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down, throws it down. Alonzo Trier. Bienvenue à tous, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés pour ce live. Vous êtes bien sur le parquet de la radio off avec Oncle Phil Basket. On fait le point sur l'actualité du basket, l'actualité de la NBA en particulier, mais l'actualité du basket en général, puisque vous le savez, puisque vous suivez ce qui se passe sur les réseaux avec cette Coupe du Monde FIBA 2019 qui est donc arrivée à son terme.
et on va faire un point sur un point logique sur sur ce tournoi emblématique FIBA 2019, et bien entendu on va faire le point là-dessus, et on n'oubliera pas aussi de faire une petite pige du côté de la NBA. Il y a toujours des infos, des anecdotes, des news, des éléments à partager avec vous. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour présenter ce talk show FM NBA pour ce dimanche. Et on n'oublie pas de rappeler que Radio Hall of Fame Basket est une radio partenaire officielle NBA, partenaire affilié NBA. Ce partenariat qui nous permet de vous proposer des promotions, des promotions concernant les produits de cette ligue que nous apprécions tant, et pour cela il faut visiter notre site officiel www.radio.net. Vous n'hésitez pas à cliquer sur les bannières correspondantes. Voilà, on n'oublie pas aussi de préciser que nous sommes en train de sortir, nous avons déjà sorti la première chaussure de l'histoire Radio Hall of Fame Basket, qui est déjà disponible à la vente. Vous pouvez la découvrir sur le site officiel www.radiooff.net. Allez les amis, sans plus tarder, on va enchaîner avec l'émission de ce soir. J'ai déjà annoncé le programme. On va faire le point sur cette Coupe du Monde, ce que nous retenons de cette Coupe du Monde. Et bien entendu, on fera le point aussi sur les toutes dernières infos en provenance de la NBA. On va commencer par présenter les panélistes qui sont présents sur le parquet. Missy qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir à tous les auditeurs. Encore une fois de plus, on est là ce soir. C'est avec une heureuse nouvelle que je suis ravi d'être parmi vous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à mon neveu Yerima Bitimé, que j'ai vu pour la première fois ce dimanche. Il est né le 13 septembre, et je lui souhaite longue vie. Voilà. Merci, on lui souhaite aussi longue vie. Merci Missy pour ce big up. Allez Missy, tu es prête? On enchaîne avec le programme, sinon si tu as une petite pensée. Juste une chose, autre chose que je voulais dire. La solidarité s'organise autour des Bahamas. Serena Williams est actuellement présent aux Bahamas pour apporter son soutien aux victimes. Michael Jordan vient de donner $1 million. Klay Thompson, dont le papa Michel est originaire de Nassau, des Bahamas, Buddy Hield et d'autres joueuses et joueuses de la WNBA originaires des Bahamas sont eux aussi en train de faire des actions. Et d'ailleurs, Klay Thompson s'en est pris à Donald Trump, qui refuse pour l'heure d'accueillir des sinistrés des Bahamas, et il va organiser donc son habituel tournoi de golf qu'il fait chaque année. Les bénéfices seront pour les victimes. Il y a énormément de disparus aux Bahamas. Toute l'île est complètement à terre. C'est une île qui vit énormément du tourisme, et il va falloir des années pour que l'île s'en remette. Donc, toutes condoléances aux familles des victimes, aux survivants qui ont aujourd'hui tout perdu. Voilà. Pensez à toutes ces familles ce soir, Missy, merci pour cette pensée. Le doc ONP qui est avec nous depuis Angers. Le doc ONP, comment vas-tu en ce dimanche? Bonsoir. Bonsoir. Bien fatigué, mais fatigué comme un Ricky Rubio. L'après-midi, j'ai fait une expérience. Bon, après, je la connaissais un petit peu. Je vais aller très vite. C'est que je suis parti aider l'équipe 2 de mon club. Ouais. L'équipe 2 qui joue dans un tout petit niveau, DM4. C'est l'avant-dernier niveau. Et il manquait de joueurs. Et comme j'ai un ami qui joue chez les adversaires au match amical, je suis allé jouer. J'ai fait une expérience quand même que beaucoup de joueurs NBA vivent au petit niveau. Je faisais beaucoup de choses sur le terrain. Je pense que j'ai même fini avec 28 ou 29 points. Mais on a perdu de 2 points. Et j'ai vu la différence de niveau, comment psychologiquement il faut être fort pour
Ne pas gronder ses coéquipiers pour accepter leur... Parce que c'est moi qui vais vers eux, c'est pas eux qui viennent vers moi. Donc, pour accepter leur faiblesse, pour accepter leur amour du basket, parce qu'ils jouent pour s'amuser. Et c'est un niveau assez petit, mais ils mouillent le maillot, mais ils font des erreurs. Des erreurs parce que leur niveau est celui-là. Certains ont 40 ans, d'autres ont 38, 39, 37. Et c'était une belle expérience parce que au final, en sortant de là, je me suis dit, ça permet de comprendre des choses, d'être tolérant. Quand on aime le sport, ce sport surtout. Oui. J'aime pas perdre. On perd de 2 points sur un lay-up manqué par un mec à qui je donne la passe, il part seul en contre-attaque. Et on perd. Mais je te dis, t'aimes pas perdre, il faut être tolérant. Il faut être sport. Oui, c'est ça la loi du sport. Mais justement, on va reparler d'un joueur et de cette réaction que toi, t'as eu toi par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a terminé 3e, qui est en définitif content de terminer 3e. Bon, on va, je te coupe pas, Missy, on revient là-dessus. On va vraiment faire un point sur cette Coupe du Monde. Allons-y en ordre. On va d'abord faire le point sur la finale. On commence d'abord par la finale avec cette victoire des Espagnols et ce big up à ces 2 immenses joueurs que j'ai envie de citer avant de lancer le jingle. Il s'agit de Marc Gasol et de Ricky Rubio. J'ai une très très grosse pensée pour ces 2 joueurs, bien entendu. Il y a d'autres joueurs dans l'équipe espagnole, mais moi ce sont mes préférés. Voilà, allez, on enchaîne, on lance le petit jingle. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on reprend avec la suite de ce talk show. Nous sommes très en forme sur le parquet de la Radio Off avec ce bilan de cette Coupe du Monde 2019. On va attaquer ce dossier en 3 parties. Première partie, on fait le point sur cette finale déjà, cette finale avec ce MVP Ricky Rubio. Ricky Rubio du côté de l'Espagne. Deuxième point, on fera le point aussi sur cette équipe argentine qui gagne cette médaille d'argent et la médaille de bronze pour cette équipe de France. On n'oublie pas la France qui remporte cette médaille de bronze. Et en troisième élément de ce dossier, on va faire le point sur ce que nous retenons de cette Coupe du Monde de FIBA 2019, que ce soit les points positifs ou les points négatifs. Voilà un peu le plan que je vous propose. Je commence rapidement par rappeler pour revenir sur le résumé de cette finale remportée par l'Espagne qui a donc surclassé l'Argentine et qui a remporté donc sa 2e Coupe du Monde, mesdames et messieurs. C'est la seconde fois dans l'histoire après 2006 que l'Espagne est championne du monde. Elle a largement dominé l'Argentine sur un score de 95-75 dans un match véritablement à sens unique qui ne restera pas dans les mémoires, ça c'est certain. Les hommes de Sergio Scariolo ont compté plus de 20 points d'avance au-dessus individuellement et collectivement des 2 côtés du terrain. Les 2 stars, Luis Scola et Facundo Campazzo, ont vécu, les 2 stars argentines, Luis Scola et Facundo Campazzo, ont vécu un véritable cauchemar à 19 points avec un horrible 3 sur 21. Campazzo s'est réveillé au dernier quart-temps, mais trop tard. Ricky Rubio a sorti aussi un match solide. Ricky Rubio, MVP de cette FIBA World Cup 2019, 20 points, 6 sur 11 au tir, 7 rebonds, 3 passes pour l'Espagnol, tandis que Marc Gasol a compilé 14 points, 7 rebonds, 7 passes, 3 contres et 2 interceptions. Sergio Llull a scoré 15 points, il était à 6 sur 13. Et ce bon vieux Rudy Fernandez, l'ennemi juré des Bleus, c'est l'ennemi juré, le joueur le plus détesté, pour ceux qui s'en souviennent, Rudy Fernandez. Mais il est bien, il est bon et moi je l'aime beaucoup, Rudy Fernandez. 11 points, 4 sur 6 au tir,
sur ce match. Et parmi les clés de ce match, il faut quand même noter la domination de l'Espagne au rebond sur ce match. 46 rebonds contre 27 rebonds seulement pour l'Argentine. Un véritable match à sens unique pour l'Espagne. Donc voilà pour le rappel rapidement, enfin pour le rappel de ce résumé, on ne va pas rentrer dans les détails, sauf si vous souhaitez aborder certains aspects de ce match, vous le ferez pour ce qui est des panélistes. Mais voilà, je vous donne les grandes lignes concernant le résumé de ce match. On va donner nos impressions à chaud concernant cette finale. On va commencer par Missy. Missy, ton impression à chaud sur ce vainqueur, l'Espagne, une fois de plus l'Espagne qui démontre sa domination basket. Ce n'est pas la première fois, et l'Espagne qui continue à démontrer qui sont comment dire, fidèles à leur standard, on va dire ça comme ça. Missy. Oui, ils sont fidèles au standard. On peut d'ailleurs faire un parallèle entre cette victoire de 2019, 13 ans après celle de 2006. Le cas de figure était quoi en 2006 ? En 2006, c'est la Grèce qui élimine Team USA, les Américains. La finale, donc ils arrivent en finale. Et pareil, la finale, ils la gagnent largement. Oui. Ensuite, cette année, donc c'est la France qui élimine Team USA. La France est elle-même éliminée par l'Argentine, qui est elle-même battue par l'Espagne en finale. L'Espagne est pour moi, pourquoi je leur donne un bon point. Cette équipe, elle est brillante parce qu'elle est pour moi l'équipe qui sait le mieux tirer profit des failles de l'adversaire. Ouais. En 2008-2012 à Pékin, elle n'était pas non plus larguée, mais elle y parvient souvent pas face aux Américains parce que les Américains, sur les JO, ils mettent l'armada. Quand les Américains mettent l'armada, ça ne se joue pas sur ça se joue sur le fait que les Américains, en termes généraux, vont toujours scorer plus que les autres quand ils ont l'armada. C'est peut-être comme ça qu'on va l'expliquer. Ils ont en rigueur pas besoin d'être au bon. Mais ce qui est bien avec les Espagnols, c'est que eux, ils sont chirurgicaux. Et ce match a montré tout ce que la France n'est jamais parvenue à faire à l'Argentine. Les Espagnols, ils ont pris un postulat. Ils se sont dit, on va bloquer Scola. Ils l'ont muselé. Un joueur qui tournait à plus de 20 points par match. Ils l'ont tellement muselé que à chaque fois qu'il a marqué des points au début du match, c'était sur la ligne des lancers francs. On a dit, on préfère lui rentrer dedans. S'il faut, on l'envoie sur la ligne des lancers francs. Mais on ne peut pas l'autoriser à jouer. Les Espagnols, là où ils sont très très bien, c'est qu'ils ont les joueurs pour faire le sale boulot. Et pour faire tout ça, toute personne qui entre en jeu est concernée. Bon, comme expliquait justement Georges Eddy et quelques commentaires français, ils ont un peu le vice. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Et expliquer que les Français n'ont pas le vice, c'est pas totalement vrai. Parce que le vice, c'est aussi, quand vous allez sur la ligne des lancers francs, c'est que vous avez provoqué la faute de quelqu'un. Et provoquer la faute de quelqu'un, c'est aussi une partie du vice. Bien sûr. Donc on ne peut pas dire que nous on n'a pas le vice, les Argentins sont vicieux, les Espagnols sont vicieux. Il faut arrêter avec ces débats-là. Mais je pense que maintenant, ce qui a bien réussi à l'Espagne, c'est comme avec la NBA. La NBA, ceux qui gagnent les titres NBA, ceux qui gagnent le trophée Larry O'Brien, sont ceux qui ont été capables, durant tous les playoffs, là c'est durant toute une Coupe du Monde, de voir toujours quel est le problème qui n'allait pas. On se rend compte que l'Espagne est passée à 2 doigts d'être éliminée
par Loscali, mais ils avaient ce fameux Sergio Llull-là dont on parle. C'est lui qui les a portés. Ça veut dire que eux, en fait, quand ils sont dans le danger, ils ont extrêmement confiance les uns aux autres. C'est d'abord ça qui fait leur force. Ça veut dire que Marc Gasol, s'il doit faire la passe pour Rudy Fernandez, il l'a fait les yeux fermés. Il ne dit pas mon ballon, je ne le donne pas à Rudy Fernandez parce qu'il peut pas faire ci ou ça. Et il y a à un moment donné de cette finale, on a les Argentins qui reviennent à moins de 10. Parce que ça, on le sait. Et les Argentins commencent à faire une pression tout terrain sur les Espagnols qui commencent à rater un peu. Mais les Espagnols ont prévu ce cas de figure. Tu sais comment ils ont fait? Vas-y. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ils ont remonté le ballon à 4. C'est-à-dire que de l'arrière, à 4 par 4, ils sont en train de se faire des passes. J'ai regardé la scène qui m'a paru sur Realist. Mais je dis, mais c'est pas possible. C'est le fameux espagnol. Ça s'appelle du basket. Oui. Ça s'appelle du jeu collectif. Ça veut dire que vous devez trouver les solutions que l'adversaire ne soupçonne même pas. Quand vous voyez une équipe remonter le ballon à 4, vous pouvez faire quoi contre eux? Entre nous, oncle Phil, qu'est-ce que tu fais contre eux? C'est compliqué. Ouais. Vers l'avant. Et ça fatigue l'adversaire puisqu'il court après le ballon. Ça fatigue l'adversaire. Ben oui, ça fatigue l'adversaire. Et là, vous touchez à un point. Moi, je touche avec eux à un point qui a été quelque part. C'est que depuis le début de la compétition jusqu'à fin de cette compétition, ils ont été l'équipe qui a été la meilleure parce que elle a été la plus disciplinée. Elle est venue avec ses idées tactiques qui ont toujours fait mal à chacun de ses adversaires, même si Loscali a entre guillemets bien résisté. Mais ce qu'il y a, c'est que à chaque fois, là ils l'ont bien montré, à chaque fois que vous entrez sur un terrain, peu importe foot, basket ou autre, vous devez avoir un plan. Vas-y vers la conclusion, puis on va faire tourner, on va faire la passe au doc qui va donner son avis aussi. Il est bien sûr question de saluer cette équipe. Et Marc Gasol, c'est seulement le deuxième joueur à obtenir la même année un titre de champion du monde et un titre NBA. Donc ça vous classe un peu ce joueur. Marc Gasol était un enfant obèse, un enfant qui, adolescent, était très très mal dans sa peau. C'était quelqu'un qu'on se disait, il est gros, il est pas pour le basket. Mais c'est quelqu'un qui a fini par étudier le jeu. Et il était là en 2006, il avait 22 ans, rendez-vous compte. Faisons tourner. Ouais. On va faire tourner le Doc One P. Est-ce que le Doc est avec nous? Le Doc, ton sentiment à chaud avec cette finale, les Espagnols toujours, oui, il y a toujours le mot toujours, puisqu'ils sont toujours sur le toit du monde du basket. Les Espagnols fidèles à leur standard. Le Doc One P, comment tu as envie de réagir? Le Doc One P qui n'était certainement pas surpris. Le Doc. Oui, on a envie de dire éternel espagnol, éternel, toujours là. Bon, ils nous ont floué un peu, nous les parieurs, par exemple, je suis dans cette Coupe du Monde, parce que ils ont fait partie des équipes qui ont géré, ils ont été tout en gestion. La compétition est longue, les organismes sont fatigués, ils n'ont que des joueurs qui jouent dans des gros clubs en Europe ou en NBA. Donc, ils ont géré les organismes. Ils n'ont jamais donné des 40, à part le premier match, ils n'ont pas dit, tout le monde, les Serbes donnaient tellement des gros écarts, où on pensait que, mais les Espagnols n'avaient pas besoin de ça. Je pense qu'ils ont été de bons gestionnaires en disant, pas besoin de donner des 30 points d'écart, même si on gagne de 10. Parfois, ils calmaient, l'équipe adverse revient, ils passent la 3e ou la 4e, ils recreusent un peu. Et c'est ça qui a fait douter les gens en se disant, ils
sont pas si forts que ça, mais en fait, ils étaient dans la gestion de leur compétition, match par match. Ils savaient que les gros matchs devaient arriver. Et les gros matchs, ce sont les gros joueurs qui ont sorti des performances. Disons même le plus gros match, c'était face à l'Australie, qui pour moi, dans cette Coupe du Monde, était peut-être l'alter ego. L'Australie, pour moi, était l'alter ego des Espagnols. Ça s'est joué tellement peu. Et les Australiens ont le droit de se plaindre, comme j'entends cette polémique, même si c'est pas bien de parler de payer, comme Bogut peut parler. Mais les arbitres ont fait des erreurs, comme pour beaucoup, hein. Mais c'est vrai que c'est des erreurs fatales, parce que ce money time contre l'Australie, pour moi, les deux lancers de Gasol n'y sont pas. C'est une bagarre au rebond. Les Australiens doivent passer. Maintenant, tout le monde, si on rentre dans ces détails, on va refaire jouer toutes les Coupes du Monde, tous les trucs, tout le monde aura toujours un truc à dire. Donc, le vainqueur a été l'Espagne, mais les seuls alter ego qu'ils avaient, et qu'on voit même on voit comment les équipes sont composées, ces deux équipes qui se ressemblaient tellement, Espagne et Australie, vraiment qui s'appuyaient sur des intérieurs très lourds, très physiques, des extérieurs qui tirent et qui sont très mobiles, et des ailiers qui sont très complets. Donc, les Espagnols éternels, hein, ils ont passé le plus dur, parce que l'Argentine, le basket, c'est des match-up. Parce que tu peux être plus fort que moi. Moi, je suis plus fort que Missy, mais au final, Missy est plus forte que toi. Mais donc, la transitivité n'existe pas. Parce que moi, quand j'ai vu les Argentins menacer les Français tels qu'ils l'ont fait, on connaît que bon, France a souvent un problème mental, même s'ils ont surmonté ça encore des États-Unis, mais ça s'est souvent joué un problème mental au moment de plier les choses. Mais au-delà de cela, Campazzo, c'est le remplaçant de Sergio Llull au Real de Madrid. Ils jouent ensemble depuis presque 4-5 saisons. Ce n'est pas un problème, il le connaît. C'est-à-dire que le plus gros danger de l'Argentine, même si Scola a festoyé contre la France, c'est Campazzo qui est dans cette Coupe du Monde et peut-être même le meilleur meneur en réel de cette Coupe du Monde. Il n'a pas gagné, on va donner à Rubio, mais celui qui a vu la Coupe du Monde de Campazzo, les gens le découvrent. Sauf que pour Llull, jouer contre son compagnon sur qui il fait tous ses matchs d'entraînement et qui le remplace au Real, parce que le vrai titre, c'est Sergio Llull au Real, mais Campazzo est tellement fort que finalement quand il rentre, le niveau reste le même. Et c'est le succès du Real vient un peu de là, avec Rudy Fernandez aussi à l'aile. D'ailleurs, petite parenthèse vite fait, la Slovénie a quand même manqué, parce que Zach Randolph, Dragic, Doncic fait partie quand même d'une grosse équipe qui a peut-être manqué, parce que ce sont des anciens du Real de Madrid aussi, hein, Randolph, Doncic aussi. Donc, quand tu vois ces pensionnaires du Real de Madrid, ils se connaissent. Et pour éteindre l'Argentine, il fallait éteindre Campazzo. C'est pour ça que je dis, moi, l'Australie, avec celui qui est pour moi le joueur en général le plus fabuleux, qui a démontré un truc, il nous plaisait aux Spurs. Mais il n'était pas titulaire, même si vers la fin, tout le monde avait vu que Tony Parker devait être remplaçant. Mais comme c'est un monument, Patty Mills a quand même, pour un petit meneur de sa taille, il nous a sorti du grand basket quand même. Et tout dépendre sur ce bonhomme et le manœuvrer, c'est tellement compliqué. Patty Mills a joué sur 40 minutes, il jouait des 37-38 minutes. C'était incroyable. Et je pense que même la fatigue l'a un peu tué là contre l'Espagne, mais il a quand même fait son score. Et je pense que Argentine-France, c'était déjà le match de celui qui va se battre pour la 3e place. Parce que Australie-Espagne, c'était la finale même. C'était la finale parce que même Campazzo n'aurait pas pu gérer Patty Mills. Et Patty Mills l'aurait géré à l'aise, comme il a pu gérer les Français. On a vu que même Albici ou Tikina contre l'Australie ne pouvaient pas gérer Patty Mills, et ni encore De La Vedova et son expérience et son vice. Son expérience et son vice. Donc, on a eu la finale pour moi, Australie, Espagne et les éternels Espagnols. Pour moi, cette finale était jouée. En tant que parieur, j'avais dit aux gens déjà, vous cassez même pas, l'Espagne est championne. Parce que l'Argentine en plus, ils ont vu la France, le match France-Argentine a permis aux Espagnols, en plus de voir
ce qu'il fallait faire pour éteindre l'Argentine. Oui. C'est tout. Ils ont regardé, ils ont dit, ah bon, donc Scola peut encore bouger comme ça? On va gérer ce problème. Campazzo, depuis le début, Yul et les restes du Real, ils ont dit, c'est pas un problème, on le connaît, on va le gérer. Et l'équipe d'Argentine était fermée. Tu n'as plus des Ginobili pour compléter ou autre. Tu n'as plus ça. Donc, ils ont fait un très beau tournoi. Ils ont fait un très beau tournoi. Mais, comme Missy disait, l'expérience, l'intelligence des Espagnols, ils avaient tout prévu pour rencontrer le pressing tout-terrain. Sur un pressing tout-terrain, Missy disait, mais sur un pressing tout-terrain, tout coach va te dire, faites le moins de dribbles possible. Un dribble ou à part s'il y a un bloc, et passez-vous le ballon jusqu'à traverser le centre. Passez-vous le ballon jusqu'à traverser le centre. Et c'est pour ça que très souvent, il y a un seul joueur dans le camp adverse et 4 dans notre camp quand il y a pressing tout terrain. Ça, c'est des bases en plus du basket que des mecs physiques, parce qu'ils savent, ils jouent en NBA. Ils ont joué, petite parenthèse, Nicolas Batum était vraiment en concurrence avec Rudy Fernandez. Hein. C'est pas parce qu'il est rentré en Europe. Rudy Fernandez, à l'époque même, il mettait Batum au banc à Portland. Hein. Donc, Rudy Fernandez a choisi de ne pas cirer le banc parce qu'il voyait que le système NBA, ça l'emmerde. Un peu comme beaucoup d'Espagnols. Il est rentré, il a un gros salaire dans son pays, il vit bien. Donc, ça fait partie des joueurs de grande expérience qui ont le physique NBA. Donc, éternel espagnol. Pour les JO, on peut se dire que Gasol a encore du jus. Donc, Rubio aussi. Bon, on a posé la question à Gasol par rapport à lui et par rapport à son frère. Il a dit qu'il va quand même prendre le temps de réfléchir un petit peu quand même. Pour Marc Gasol. Non, mais les JO, ils veulent les jouer. Il va pas nous mentir, ils sont qualifiés pour les JO. Tout le monde veut aller. Parlons de la France maintenant. Parlons de la France. Alors j'ai une pensée pour deux personnalités de cette Team France. Bien entendu, la première c'est Vincent Collet. Hein. J'ai une grosse pensée pour Vincent Collet. J'ai vraiment apprécié la manière, son rôle en tant que meneur d'hommes, hein, son rôle de coach dans cette équipe. Vincent Collet qui a fait un taf énorme. Et le deuxième point qui me vient vite comme ça à chaud, c'est Evan Fournier. On en parlait avec Missy en off. Evan Fournier qui fait partie des mécontents. Voilà, il fait partie des mécontents de cette Team France pour avoir remporté cette médaille de bronze. Il a déclaré sur son compte Twitter: ce serait mentir de dire que je suis heureux de cette médaille de bronze. Ma réaction, c'est juste que je ne sais pas faire semblant. Certains me comprendront, d'autres pas, mais je suis comme ça et ce n'est pas prêt de changer. Je voulais tellement plus, on voulait tellement plus. Voilà un peu la réaction officielle d'Evan Fournier. Pour ceux qui ont un peu critiqué sa réaction sur les réseaux avec cette bronze qu'il n'apprécie pas, qu'il ne voulait pas, il voulait la médaille d'or. On le comprend. Voilà. Donc voilà, à chaud comme ça rapidement. Le doc qui était en train d'enchaîner, le doc qui continue sur la France et Missy qui va clôturer. Le doc, l'équipe de France, médaille de bronze. Oui, je vais te dire, la France, tu as parlé de Vincent Collet, je vais commencer par lui. Ici en France, personne n'est surpris. Hein. Vincent Collet a été propulsé, c'est pas un mauvais coach, c'est même un bon coach. Il était propulsé à l'époque où il était le coach de l'équipe de Tony Parker, Lasvel. Et donc, à l'équipe nationale, il coachait aussi Parker, qui était actionnaire Lasvel. C'était un bon coach, c'est un bon coach qui a toujours ramené ses équipes ici en France en finale. Il a le record de défaites en finale. Il arrive en finale et il perd. À un moment donné, quand beaucoup seront toujours dit ici dans le basket français, quand la pression monte, on dirait qu'il lâche. Strasbourg, Lasvel, entre les deux, il a joué presque 8 finales, 8 défaites en finale. Ouais. Et souvent, quand il va dans l'autre, l'équipe adverse. Ça me rappelle quelqu'un aux États-Unis, mais je ne vais pas prononcer son nom ici. Mais Vincent Collet, c'est notre fille, là. Mais donc, Vincent Collet, ça ne surprend pas les gens ici, en fait. Beaucoup se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas besoin souvent pour la France d'un coach qui est plus tactico, mais mental aussi, qui doit avoir un côté aussi mental, parce que les Français nous ont habitués à ça quand même. Ouais. Quand ils ont battu les États-Unis, vous vous rappelez du premier discours, comment ils ont dit qu'ils ne faitent pas? Parce qu'ils ont des Batum a pris le micro de tous les journalistes
oui, on va pas fêter, on a vécu ça avec Evan, on leur a dit que c'est pas fini, on n'est pas satisfait, on n'est pas content. La nouvelle est tombée dans la soirée que la République tchèque a perdu, donc ils sont qualifiés pour les JO. Nous ici en France, on était déjà contents, le public et les journalistes disent voilà, qualif, parce que c'était inquiétant. Le tournoi pré-olympique, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, surtout au niveau européen là. Le tournoi olympique, ça faisait un petit peu peur. Donc c'était déjà un objectif. Beaucoup de journalistes et de spécialistes du basket français disaient l'objectif est atteint, qu'ils ne nous mentent pas. On est qualif pour les JO parce qu'on pouvait sortir en quart de finale de cette affaire-ci. Et là, c'est le tournoi pré-olympique. Donc, ils sont passés. Maintenant, ils sont annoncés. Et contre l'Argentine, on dirait que c'est pas un match préparé. Ouais. On dirait que chaque fois qu'il volait à la main, il ne sait pas les forces adverses qui sont en présence. Ils étaient méconnaissables. Moi, je les ai pas reconnus. On se rappelle quand Chalon-sur-Saône de Jérémy Nzeli est venu dégager Strasbourg avec ses multi-millions. D'ailleurs, ils l'ont même recruté finalement au final, en une finale de coupe. Jérémy, à qui je passe le bonsoir parce que je parlais avec lui cet après-midi encore, il a débarqué à Strasbourg 2 matchs de finale. Tout le monde a vu pendant les playoffs que c'est lui qui est en train de porter Chalon au lieu du meneur américain qui était là-bas. Mais pendant la finale, aucun système sur lui. Les journalistes ont demandé à Collet pourquoi il n'y a rien eu chez Jérémy Nzeli qui vous prend 2 matchs dans le Money Time. Il n'a pas su répondre. Là, on est en face de l'Argentine. Une fois de plus, c'est pas comme si l'Argentine a 10 000 forces en présence. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a vu qu'elle a expérimenté ce coup-là et que le meneur a été un camp. Tu as des défenseurs spécialisés. Tu as des mecs qui peuvent prendre des fautes, qui peuvent tout faire. Eux, ils font ce que le coach argentin a lu qu'il faut fermer Evan Fournier. Ferme Evan Fournier et empêche Gobert de s'exprimer. Et c'est bon. Ça fait la moitié du boulot parce que malheureusement, Batum, ça commence à parler ici. Ça parle déjà depuis un petit moment, ceux qui connaissent le basket, depuis qu'il a signé son gros contrat. Batum, on dirait que ça a été, je veux pas dire arnaque, parce que arriver à son niveau, c'est jamais une arnaque, mais ça a été une déception terrible, que ce soit en club ou en équipe nationale. C'est lui qui devait remplacer Tony Parker, si vous vous rappelez. C'était lui le patron quand Parker arrête avec Boris Diaw. Tout le monde a dit, c'est lui qui a repris les clés du camion. C'est le capitaine, mais non, finalement, De Colo, qui a été MVP européen de l'Euroleague, avec Fournier, ont pris cette équipe. Batum est juste là pour faire des discours de vestiaire comme Patrice Evra en fin de carrière. Tu me diras, c'est aussi important. C'est aussi important. On attendait un petit peu mieux quand même de Batum quand même. On attend quand même un petit peu mieux. Tu peux pas me dire que Tilikina et ses 19 ans et demi, à un moment porte, excusez-moi, il est minuit passé ici, porte ses couilles. Plus que Nicolas Batum, Tilikina dans les moments chauds a dit, coach, je suis même pas titulaire dans cette équipe, mais je suis un joueur NBA. Tilikina a rehaussé sa cote. Là, dans ce mondial aussi, Batum, ça n'a rien rehaussé du tout. Heureusement que son contrat, et bientôt il va finir. J'espère qu'il va trouver une petite équipe qui va commencer à le traiter comme notre compatriote. Notre compatriote qui est chez les Clippers. Mais parce que Batum, c'est quand même beaucoup d'argent pour peu de résultats, que ce soit à la NAT. Un tel match, quand Fournier est fermé, Boris Diaw, quand il était là, vous vous rappelez le nombre de balles que Boris Diaw a dit, donnez-le-moi, je vais aller travailler dans la fournaise, je fais une feinte à la bobo, et je mets le ballon dedans, j'enchaîne 3 paniers importants, ça débloque le match. Batum n'a jamais pu faire ça. Et pour finir par Fournier a fait sa Coupe du Monde. C'est un compétiteur qui est mécontent, il veut s'affirmer, il va un peu se faire remarquer, on va oublier ça. Certains disent que c'est un mauvais geste, mais je connais en général beaucoup qui font ça, c'est parce qu'ils se sentent volés. C'est pour ça que le geste là, certains crient, parce que certains qui retirent leur médaille, c'est quand ils se sentent volés sur le match, ils sont pas contents contre des décisions, ou je sais pas quoi. Mais il l'a fait, il l'a expliqué. Il n'y a rien de manque de respect envers l'adversaire. Ça montre aussi qu'autour de lui, il montre à ses coéquipiers qu'il est énervé. Il aurait pu faire mieux, mais il a déjà beaucoup fait.
C'est sa première Coupe du Monde en tant que leader offensif, qu'on n'attendait même pas forcément. De Colo l'a bien aidé. Je suis content de certains joueurs qui jouent ici en France. Albissi s'est bien débrouillé. Mbaye, toujours en puissance, il a un petit avenir. Il y a d'autres qui ne sont pas allés, qui peuvent se plaindre. Le coach a fait ses trucs, mais a fait ses décisions et ses choix. Mais pour moi, cette équipe, avec un peu de mental, moi j'aimerais qu'ils prennent un coach étranger, comme on voit en France ici des coachs de l'Europe de l'Est. Il y a des coachs qui entraînent en France ici de l'Europe de l'Est, qui mentalement te touchent des joueurs. Et ce type de match, il les perd jamais. Il les perd jamais. C'est impossible que... Parce qu'on aurait eu France-Espagne en finale. Ce match sera allé dans le money time. Les Espagnols peuvent taper la France comme ils ont donné là, 20 points d'écart. Mais la France n'a pas compris comment manœuvrer l'Argentine. Et c'est toujours ça le problème. C'est récurrent. Heureusement, on est au JO et on verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. On va faire la passe à Missy pour son avis concernant Team France. Missy qui a aussi des choses à dire. Elle a aussi quelques petits éléments mécontents, on va dire ça comme ça, concernant certains aspects de Team France. Missy, tu restes connecté. On passe une petite pub et puis on te reprend dans moins d'une minute. Reste bien connecté, les amis. Pour ceux qui suivent le live, n'hésitez pas. Restez bien connectés. Ici, vous avez coupure, voilà, on va lancer la machine, on revient à tout de suite.